Bonjour à tous, bienvenue à cette webconférence qui portera aujourd'hui sur le coaching managérial. Elle sera animée par Jeslie Hoffman, consultante senior Black Belt Lean, et Cyril Bourgeon, directeur associé Master Black Belt. Merci à eux d'animer cette séance. Quelques rappels pour l'organisation. Donc, pour le confort de tous, les micros et caméras sont coupés. Vous pourrez poser vos questions à tout moment via le module de chat et les slides et le replay seront transmis d'ici quelques jours, au plus tard, je pense, lundi. Donc, je me présente, je suis Pascale Arnaud, directrice marketing et commerciale chez XL. Pour les habitués, vous attendiez peut-être à retrouver Camille. Sachez que Camille est à mes côtés encore aujourd'hui, mais elle va partir pour un nouveau challenge professionnel dans l'été. Donc, au nom de tout XL et de toute la communauté, je pense qu'on peut la remercier et la féliciter pour l'organisation de toutes ces webconf pendant plus de 6 ans. J'espère qu'on s'en sortira. Je passe quelques slides pour présenter pour les nouveaux notre cabinet. Donc, XL Group est un cabinet de conseil et formation. Nous sommes spécialisés dans l'excellence opérationnelle et notre mission est d'accompagner nos clients vers la transformation de leur organisation. On attache beaucoup d'importance au développement des compétences et on œuvre à la fois en conseil sous la marque XL Consultant et en formation sous la marque XL Formation. Nous sommes une trentaine de collaborateurs, des consultants très engagés, passionnés, très terrain, et puis une équipe de fonctions de support d'une dizaine de personnes positionnées à Montbonneau-Saint-Martin en Isère. On intervient partout en France. Nos clients sont issus de secteurs très variés. C'est à la fois des PME, des entreprises de services ou des grands groupes industriels. Nous avons aussi une antenne en Suisse, à Neuchâtel. Voilà. Je ne vais pas prendre plus de temps car nous allons… je laisse la main donc, à Jeslie et à Cyril pour se présenter, vous présenter le sommaire et je vous souhaite à tous une bonne webconf. Merci Pascal. Merci Pascal. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette webconférence avec Cyril. On va vous partager un sujet qui est souvent sous-estimé, mais pourtant c'est un levier stratégique. On va parler de coaching managérial au service de l'excellence opérationnelle. Donc, moi, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Jeslie Hoffman, je suis consultante donc chez XL Group. Et depuis une dizaine d'années, j'accompagne les entreprises qui se transforment, qui font des réorganisations, des déploiements lean et qui, justement, ont besoin parfois d'avoir cette compétence clé amenée par l'extérieur pour améliorer les pratiques managériales au sein de leur entreprise. Donc, avec beaucoup de modestie, on va vous partager pendant cette heure avec Cyril, à travers notre expérience, des clés qui pourront vous aider pour renforcer votre pratique managériale, pour aussi comparer ce que vous faites aujourd'hui, ce que vous pouvez faire demain. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous avez un petit chat où vous pouvez poser vos questions au fil de l'eau. On essaiera d'y répondre pendant la webconf. Et puis après, si c'est des questions un peu plus techniques ou plus complexes, vous aurez nos contacts à la fin de la webconf et puis on pourra échanger dans un second temps. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse partager ensemble le fil conducteur de notre session webconf. On va déjà commencer par faire un petit état des lieux, faire un petit constat et se poser ensemble pourquoi les outils et les intentions seuls ne suffisent pas. On verra que
justement, c'est un des premiers biais qui peut altérer les pratiques de coaching managérial. On va ensuite s'attarder sur le rôle et les postures du manager dans l'excellence opérationnelle. Et puis, dans un dernier temps, on verra ensemble ce que concrètement, dans une démarche d'excellence opérationnelle, le coaching managérial peut apporter. Alors, quand on parle des intentions qui ne suffisent pas, de quoi on parle? Vous avez dû le constater dans vos organisations, nous c'est ce qu'on voit aussi dans nos expériences terrain, que finalement, il y a plein d'organisations qui fonctionnent bien, avec des bons objectifs, avec des bonnes démarches qualité, des bons indicateurs et des bons process. Et pourtant, ça ne prend pas toujours. Donc, ce n'est pas suffisant. Ça veut dire qu'il faut aller au-delà des outils, parce que finalement, les outils, sans changement de posture managériale, ça ne prend pas. D'accord ? Et ce qu'on constate souvent, c'est qu'on a quelques signaux faibles qui nous prennent justement dans la démarche et qui mettent en évidence que quand on déploie des outils seuls, sans accompagnement des managers, ce qui se passe, c'est qu'on a un peu le flop dans notre démarche et les impacts, ils sont sans équivoque un manque d'engagement, d'autonomie, d'appropriation des équipes. Et on voit bien que pour responsabiliser les équipes sur des sujets d'excellence opérationnelle, il faut donner du sens. Il faut aussi créer l'adhésion et pour ça, il manque un ingrédient clé qui est souvent la dynamique humaine. Donc, des outils sans sens, parfois on a de la résistance au changement. Quand on n'a pas de relais terrain, on peut avoir des résultats qui s'essoufflent et puis finalement, ce n'est pas durable. Et puis finalement, on regarde plus le blabla du manager que les actions qui sont réellement mises en œuvre sur le terrain. Donc ça va être un point clé. Comment on peut basculer de l'implication du manager plus que l'outil qu'on souhaite amener, l'outil qu'on souhaite faire évoluer. Et vous allez voir que l'influence du manager dans l'excellence opérationnelle, elle est primordiale pour mener toutes ces démarches de transformation. Parce que ce qui change finalement tout, c'est la posture managériale. Et je vous partage un exemple qui illustre bien ce que je suis en train de dire là. On voit bien que les managers, finalement, ce qui va être important, c'est plutôt ce qu'ils vont dire. C'est pas ce qu'ils vont dire, pardon, c'est plutôt ce qu'ils vont faire. C'est ça qui va créer la culture d'équipe. C'est ce qu'ils vont justement faire dans leur comportement, ce qu'ils vont valoriser, plutôt que ce qu'ils vont dire. Donc l'influence des managers, c'est principalement dans le champ des possibles et dans le champ des actions. Et j'aime bien la petite citation, chacun ne fait que ce qui intéresse son chef en général. Donc ce schéma, voilà, il partage le fait que ce que l'on dit, c'est pas forcément ce qui est le plus représentatif, mais plutôt ce qu'on va regarder, c'est ce qu'on va faire, les décisions, les priorités, la reconnaissance qu'on peut avoir sur les actions de nos collaborateurs. Et ça va être un levier très fort d'engagement pour les équipes, pour créer l'adhésion et l'embarquement. A contrario, on peut avoir des comportements qui parfois viennent freiner justement l'engagement des équipes dans une démarche d'excellence opérationnelle. Et ce qu'on observe, nous, et vous nous direz aussi si vous observez ça dans vos organisations, ce qu'on va observer, c'est des comportements assez fréquents qui peuvent justement venir inconsciemment freiner des démarches d'excellence opérationnelle. Donc, c'est pas souvent de la mauvaise volonté, d'accord? C'est plus des comportements qui s'instaurent par manque de temps, par manque d'outillage et surtout par manque de repères. Donc, on peut avoir des comportements où on vient imposer, donc c'est très descendant, d'accord? On peut avoir aussi des schémas où on fait de la microgestion, où on essaie de faire à la place des collaborateurs parce qu'on veut s'approprier et puis finalement c'est culturel aussi, on a eu cette habitude-là de faire à la place. Et puis parfois juger, c'est aussi ces comportements qui viennent réduire le champ d'action et puis d'autonomie des collaborateurs. Donc voilà,
Et puis, tout ça, ça crée des injonctions contradictoires avec ce qu'on attend d'une équipe et finalement ce qu'on permet de faire. Donc, aller sur le terrain, pouvoir justement laisser un peu plus de champ de pratique aux équipes, ça va permettre justement d'outiller et de laisser vraiment la responsabilisation aux équipes et de se décharger aussi de ces comportements qui parfois vont à l'encontre, hein. Ça crée un paradigme avec ce qu'on essaye de faire pour faire monter en compétence les équipes et qu'elles soient autonomes et qu'elles s'approprient les sujets, de façon à ce que nous aussi, on puisse être non pas le capitaine du navire, mais plutôt qu'on soit la boussole, si on peut donner un petit exemple. Dans la tempête, finalement, notre rôle en tant que coach, c'est non pas d'être le capitaine du navire qui va tout contrôler, mais version coaching, on va plutôt être la boussole. Et puis, si je peux l'illustrer, finalement, il y a un autre biais qui peut aussi faire qu'on parfois on s'égare et on a une posture un peu où on attend des équipes. Alors ça, je pense que certains ont déjà dû voir ces images. Je les trouve toujours sympas à présenter. On attend souvent que les équipes aillent sur le terrain, qu'elles soient autonomes. Mais ce qui va être important, c'est de créer les conditions managériales pour cela. C'est-à-dire que nous, on doit intervenir en tant que coach comme le facilitateur et pas le contrôleur. D'accord ? Donc, ce qui va être important, c'est de quelle façon on va pouvoir prendre le temps de s'arrêter, d'observer, d'écouter et de conseiller. Et souvent, dans nos organisations où ça va vite, on n'a pas toujours cette aptitude à prendre de la hauteur. Donc, le rôle du coach, c'est vraiment identifier qui a envie de changer, de potentiellement, quand on a envie de changer, créer les conditions nécessaires pour pouvoir faire en sorte que le changement opère. Donc, donner la vision, donner les ressources, donner le plan d'action, donner les moyens aux équipes. Et puis, une fois qu'elles auront les moyens, on aura plus de capacité à faire qu'on ne se retrouve pas dans le schéma de droite où on peut continuer à son activité en étant dans une posture qui n'est pas très confortable. Alors, on va rentrer un peu plus là sur la partie du coaching parce que finalement, qu'est-ce qu'on cherche réellement à travers le coaching? On recherche alors non pas une méthode parfaite, mais on cherche surtout une performance durable dans une organisation où on a des collaborateurs qui sont acteurs. D'accord ? Donc l'idée n'est plus de descendre, mais c'est qu'on ait des acteurs qui soient responsabilisés et pour ça, il faut un management qui soit cohérent. Et donc les notions, on en a parlé, mais les notions d'écoute, elles sont hyper importantes. Les notions de valorisation, on en a parlé aussi un peu plus haut, valoriser les succès, apprendre de ses erreurs, c'est aussi les états d'esprit de l'excellence opérationnelle, la capacité à se remettre en question. Et puis, on va aussi mener ces actions d'accompagnement des collaborateurs au quotidien. On parle de performance et vous vous rappelez que quand on parle de performance dans l'excellence opérationnelle, on parle bien des actes SQDC. Donc, c'est comment on va réussir à donner de la responsabilisation aux collaborateurs, de pouvoir leur donner les capacités pour mener les projets en les aidant à s'améliorer sur ces aspects de performance. Donc ça va être les clés, les leviers pour déjà introduire cette notion, cette première brique de coaching. Et finalement, c'est là que le coaching va devenir un des leviers de l'excellence opérationnelle et qu'il va falloir la rendre vivante, cette démarche d'excellence opérationnelle à travers le coaching. Et pour la rendre durable et incarnée, on va devoir s'appuyer sur certaines clés de lecture. Et on va parler alors ça, c'est un peu l'ascension finalement du coaché. C'est déjà à un moment donné avoir la capacité de recul, on en a parlé, mais avoir la prise de conscience, de se rendre compte qu'on a besoin aussi d'avoir de l'aide pour évoluer dans son champ des compétences.
Donc, il y a la prise de conscience et puis il y a cette envie aussi de monter en compétence parce qu'on l'a bien vu, on voit certainement que on met en place des super indicateurs, on met en place des standards qui fonctionnent bien selon nous, des processus qui s'améliorent. Et puis pour autant, on voit que ça ne prend pas. Donc, on va solliciter l'aide en interne ou en externe. Et puis, le chemin du coachier, ça va vraiment être d'avoir un tutorat. Donc, on parle de mentorat. Et là, c'est là où on intervient en tant que coach pour l'aider dans sa progression et que lui puisse aussi être dans « je fais, je te montre ». Ensuite, on fait ensemble et toi, tu ensuite vas vers la culture d'excellence opérationnelle pour pouvoir embarquer les équipes. Donc, c'est un peu l'ascension, le chemin vers lequel on va, mais il y a une prise de conscience qui doit être celle du manager pour justement prendre conscience du chemin qu'il a à parcourir. Et puis, le coach va venir l'aider progressivement dans sa montée en compétences. Il va être le guide et la boussole, et puis jusqu'à le laisser en autonomie sur son déploiement d'excellence opérationnelle et à lui ensuite d'aller embarquer les équipes dans cette démarche-là. Donc ça, c'est quand tout se passe bien. Mais pourquoi aujourd'hui, concrètement, le coaching est-il sous-estimé? Ça veut dire que on voit des demandes fleurir de plus en plus dans les parcours de formation où des managers vont demander justement à être coachés. Et puis au-delà de ces demandes-là, on voit aussi que dans les démarches de transformation, là où on prend énormément de temps en tant que consultant dans nos missions, c'est tout ce qui concerne le coaching. Et pourquoi? Parce que parfois, le coaching, c'est plutôt vu comme un développement qui est plus personnel, qui est moins lié à des enjeux qui sont stratégiques. On le centre vraiment sur l'individu, alors qu'en réalité, c'est un puissant levier de transformation culturelle. Et donc, on attribue ça à l'individu, à des problèmes qu'il a personnels, plus qu'à ce qu'il pourrait apporter collectivement dans une organisation. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, la notion de passer aussi, c'est la maturité. Faire à la place de faire, c'est aussi grandir en tant que manager dans sa façon de manager les équipes. Donc ça, c'est des freins qu'on peut rencontrer sur pourquoi aujourd'hui on a ce coaching qui est sous-estimé. On voit aussi le coaching parfois comme un coût et on se pose la question, on voit c'est un peu abstrait, c'est encore peu utilisé, on a une vision un peu partielle, très centrée sur l'individu. On se dit quel est le coût finalement, le retour sur investissement d'un investissement dans le coaching. Donc ça, c'est des freins qu'on peut nous aussi entendre dans une entreprise en nous disant nous on a plutôt besoin des outils, après on a des équipes qui se font très moteurs, ça va bien se passer. Ce qu'on constate aussi, c'est que c'est moins visible que la mise en place d'un outil ou la mise en place d'un process ou des indicateurs. Donc, pour démontrer justement l'impact direct et les gains rapides, c'est moins visible. Et donc ça, c'est aussi des biais qui peuvent faire qu'aujourd'hui, le coaching dans les institutions, dans les organisations, est moins justement prévu, en tout cas, dans les sujets de transformation. Et pourtant, on voit bien que c'est tout cet accompagnement du manager qu'on va outiller, qu'on va accompagner pour justement créer le changement, qui va amener vraiment le lien et qui va faciliter la conduite du changement, qui va faciliter l'appropriation des équipes sur les outils, sur la démarche. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je n'ai pas encore eu de questions de Cyril, mais voilà, si vous avez des questions ou si vous avez de la compréhension, n'hésitez pas. Il y a quelques besoins de précision que j'essaie de résoudre un peu, répondre un peu au fur et à mesure. Mais pour revenir sur des choses un peu essentielles, c'est que dans ce qu'on dit, c'est que quand on parle de coaching ici, c'est vraiment le manager, j'y reviendrai tout à l'heure, qui se pose en tant que coach. Mais avant qu'il se pose en tant que coach, peut-être que lui-même, il a besoin d'être accompagné par un coaching extérieur pour pouvoir prendre sa posture et sa position. Mais tout ce qu'on est en train de raconter, c'est bien le manager aussi
qui a un rôle fondamental dans la démarche excellence opérationnelle, c'est qu'il a un rôle de support et de coaching de ses équipes et pas que forcément d'opérationnel. Et c'est vrai que pour répondre à quelque chose qui a été demandé un peu plus haut, enfin, qu'on a partagé, c'est qu'il est, pour accompagner, pour faire bouger, j'y reviendrai plus tard, il va être hyper important de partager une situation de départ pour comprendre le sens, comme Jessie a parlé de cette notion de sens, il faut qu'on partage le pourquoi changer. Alors, que ce soit le futur manager qui a besoin d'être accompagné, lui, personnellement, pourquoi il aurait besoin de changer, mais évidemment, ses équipes, pourquoi elles auront besoin de changer. Et partager la situation actuelle, c'est évidemment hyper important. Et ce qui est dit, on est entièrement d'accord, quand on est en train de faire bouger, d'essayer de faire bouger une équipe, ça demande beaucoup de compétences et d'observation du manager parce qu'il va falloir savoir où sont ses alliés. La matrice des alliés est évidemment un outil qu'on peut utiliser pour voir quelles sont les typologies de réticence qu'on peut avoir dans les équipes. C'est plutôt politique, c'est plutôt technique. Donc ça, c'est des choses qu'on développe sur nos formations Black Belt, par exemple. Mais ça va être important de connaître son équipe parce que moi, j'ai tendance à dire, on ne manage pas une équipe, on manage des individus. Et chaque individu a des ressorts et des leviers différents. Et c'est un peu pour ça qu'il faut se prendre un peu de temps pour connaître ses équipes. Mais voilà, donc n'hésitez pas, si vous avez 2-3 questions comme ça, on peut continuer. Et puis, Jessie, tu peux reprendre la main, là, vas-y. Je reprends la main, je continue. Donc voilà. Donc on va en parler après, mais effectivement, quand je parlais d'aller sur le terrain, de bien connaître ses équipes, effectivement, ça passe par capter aussi les besoins, capter les signaux faibles, et finalement, il faut pouvoir les capter, mais parfois on ne le perçoit pas toujours. Donc c'est là aussi que le coaching rentre en compte, c'est la compétence du coach qui va amener aussi la perception qu'on ne voit pas toujours, parce que vous le savez, parfois on va être habitué à voir toujours les choses sur le même prisme, et donc l'idée c'est d'amener aussi un regard extérieur qui permet de prendre conscience, donc et à la fois la prise de conscience individuelle, et à la fois l'accompagnement du coach va faire que l'état des lieux va se faire et qu'on va pouvoir déterminer quels sont les besoins individuels, collectif au service de la démarche d'excellence opérationnelle. Donc, Cyril y reviendra tout à l'heure. Donc, finalement, de quoi on parle quand on parle de coaching managérial? On commence un peu à y toucher, mais on va parler un peu de tout ce qui va permettre de clarifier le rôle du coaché, d'ajuster ses besoins, de prendre du recul. Et puis, on voit que le coaching, il est de plus en plus nécessaire. Et là, c'est quelques chiffres pour vous donner un peu de visibilité, mais les chiffres parlent. On voit bien qu'il y a un réel besoin aujourd'hui d'accompagner l'engagement humain dans les démarches de transformation, parce qu'on voit bien que sans ça, finalement, ça n'adhère pas et qu'on a du mal surtout à créer de la pérennisation dans les démarches qu'on mène. Donc, l'importance de pouvoir intégrer dans nos démarches d'excellence opérationnelle de façon très pragmatique. C'est ce qu'on essaie de faire, nous, en tout cas, dans nos démarches d'excellence opérationnelle, mais d'amener de l'accompagnement, du soutien, d'être facilitateur, de clarifier, d'ajuster la posture, de prendre du recul, de faire gagner en confiance le manager. Ça va permettre de faire en sorte que lui s'approprie les sujets et qu'il soit aussi robuste pour pouvoir accompagner les équipes et les faire montrer dans le train vers la démarche, mais qu'il puisse aussi, lui, derrière, reprendre de la hauteur et laisser les équipes aussi pouvoir s'approprier les outils pour qu'elles soient à leur tour les acteurs du changement. Donc, quelques retours qui sont intéressants, mais les entreprises qui investissent dans le développement managérial voient une amélioration de 25% de leurs résultats. Donc, ça sera intéressant de partager aussi votre expérience sur ce que vous avez pu vivre dans vos expériences terrain, mais 50% des projets de transformation échouent lorsqu'ils ne sont pas accompagnés d'un coaching ou d'une démarche structurée d'alignement. Effectivement, l'alignement managérial est aussi un facteur qui, parfois, a un impact direct sur la bonne réalisation de la démarche et sa pérennisation. Donc voilà.
Donc, on parle aussi de résistance au changement parce qu'effectivement, la résistance au changement dans un projet de transformation, ça va être aussi un des risques qu'on peut avoir dans nos projets. Et donc, nous, notre rôle, ça va vraiment d'aider le manager à avoir ces contre-mesures qui vont lui permettre justement d'anticiper les risques possibles et pour chaque contre-mesure qu'il va mettre en place, lui donner les moyens techniques, organisationnels et humains qui vont lui permettre justement de pouvoir mener ces défis avec plus de structure et de cadre. Donc voilà, quand on parle de coaching managérial, on parle non pas d'une démarche qui est un peu abstraite, c'est pas un suivi thérapeutique, hein. On parle vraiment d'un accompagnement qui est structuré et qui va aider les managers, comme je l'ai dit, à gagner en confiance, à non pas à ce que ça soit une démarche qui soit très descendante, mais plutôt à leur faire émerger les bonnes réponses au bon moment, de façon à ce que la prise de conscience vienne d'eux et que on soit un peu le guide finalement et qu'on les accompagne dans leur autonomie pour justement faire ressortir leur potentiel individuel au service du collectif. Donc voilà la définition qu'on peut en donner. Et puis à contrario, le coaching managérial, c'est pas une approche un peu lunaire. Parfois, on a l'impression qu'on met ça tout de suite à un sujet qui est un tout petit peu vraiment virtuel, abstrait. Mais c'est pas de la formation descendante, c'est pas du conseil opérationnel, même si on va donner des conseils parfois très pragmatiques. Mais l'idée, c'est pas de le prescrire, c'est plutôt d'accompagner, de questionner, de faire réfléchir pour participer à l'autonomisation du manager. Donc concrètement, qu'est-ce que ça donne? Et c'est là où on va justement s'intéresser aux clés qu'on peut apporter au manager. Ce qu'on va chercher à faire, c'est de l'outiller. On va chercher à l'outiller sur sa posture, d'accord, dans l'excellence opérationnelle. Et ce qu'on va voir, c'est que parfois, la posture, et je vais laisser la main à Cyril, parfois la posture, c'est quelque chose qui va être prédominant justement dans l'excellence opérationnelle et dans la posture du manager. Je te laisse la main, Cyril. Merci. Écoutez, je n'ai pas eu rebonjour à tous. Oui, Pascal, tu veux intervenir peut-être? Non. C'était juste pour vous signaler que vous étiez parfaitement dans les temps. Merci, Jeslie. Il est 11h30 et donc on est bien à la partie 2. Bonne suite. On a bien été coachés, hein. Ah non, ça va, on avait prévu un timekeeper, donc c'est nickel. Moi je vais vous parler un peu de façon très pragmatique finalement de c'est quoi un coach dans une démarche d'excellence opérationnelle. Alors, on n'a pas remis le cadre de l'excellence opérationnelle parce que pour ceux qui nous suivent, évidemment, j'espère que vous avez compris que le Lean, l'excellence opérationnelle, va nous amener une certaine philosophie, une certaine approche des choses avec un certain nombre d'outils qui vont venir au support de cette démarche d'excellence opérationnelle. Donc, comme ça a été précisé, évidemment, tous les outils que je vais parler derrière ne sont pas une finalité de l'excellence opérationnelle, hein, ce ne sont que des outils. Je peux vous expliquer comment on loupe une démarche de transfo, c'est extrêmement simple. Vous ne faites qu'appliquer des outils bêtement. Au bout de 6 mois, vous ne savez plus pourquoi et donc ça part en cacahuète. Donc, il faut donner du sens. Et finalement, notre manager, là-dedans, son rôle, ça va être d'amener ce sens, d'amener cette énergie. Et comme on va le voir, et ça a été un peu dit aussi, on parle du manager qui a son équipe, mais on parle évidemment d'une organisation managériale. C'est-à-dire que si un manager opérationnel est convaincu de la chose, mais que le manager du manager ne l'est pas, que le manager du manager ne l'est pas, alors ça va devenir assez compliqué à vivre au quotidien. C'est une organisation, c'est pour ça qu'on se place dans un plan de transformation d'une entreprise, d'une philosophie d'entreprise. Et donc, le management opérationnel, finalement, ça, qu'est-ce qu'on va vouloir, qu'est-ce qu'on va attendre de lui en termes de rôle? Alors, la première chose qu'on va attendre d'un manager, c'est qu'il sache
alors moi j'aime bien dire ça comme ça, c'est il sait voir son terrain de jeu. En fait, il connaît, alors c'est pas forcément un expert opérationnel, mais la phrase que j'aime bien faire au manager, c'est est-ce que ton équipe, est-ce qu'aujourd'hui là, c'est OK ou pas OK? S'il me dit, bah attends, il faut que j'aille voir un PC, il faut que j'aille demander à quelqu'un, c'est quelque part le terrain ne parle pas. Et quand le terrain ne parle pas, on n'est plus en mesure de voir. Et quand on n'est plus en mesure de voir, on prend du retard sur l'action. Donc, se centrer sur quelle est notre valeur ajoutée de mon équipe, hein, pas alors l'entreprise, mais donc on va pas revenir sur les notions de valeur ajoutée, mais le manager, il est à fond sur la valeur ajoutée de son équipe. Donc, on est sûr que ce qu'on produit, c'est bien ce qui est attendu à mes clients et je sais voir mon terrain de jeu. Donc ça, moi, je suis un fervent partisan que le manager, c'est quelqu'un qui sait voir. Et comme je dis, enfin, il a des lunettes et ces lunettes lui permettent de voir la vie en vert et en rouge. Vert, bien, rouge, pas bien. Et rouge, bah, ça veut dire que mes équipes ont des problèmes. Donc c'est déjà ça, mon terrain de jeu, que ce soit du tertiaire ou de l'industrie ou de l'agro, peu importe. Quand je passe sur mon terrain de jeu, je ne parle à personne forcément, mais je sais voir si c'est OK ou pas OK. Je ne suis pas obligé d'aller voir dans un PC, d'aller voir. Alors, évidemment, quand on est sur du secteur tertiaire, eh ben, les problèmes sont moins visibles. Les encours, les stocks, les réclamations. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir amener autre chose, une dimension de pilotage de la performance. Donc, on va amener du pilotage de la performance pour faire ressortir les problèmes et on ne laisse pas les problèmes sous le tapis, on va les montrer tous les jours. Ben, on fait ressortir nos problèmes, on en parle pour pouvoir les traiter. Et finalement, mon manager, mon coordinateur, peu importe comment ça va s'appeler, ça s'appelle manager opérationnel, coordinateur d'équipe, superviseur, peu importe, ça marche à toutes les strates de l'entreprise. Il va piloter la performance de son équipe. Donc, est-ce que c'est pareil? Est-ce que sur la maille qu'on est en train de traiter, on va être en mesure d'atteindre la performance qu'on s'est donnée pour la journée, pour le shift, pour la semaine, peu importe. J'aime bien l'idée de nettoyer ses lunettes de temps en temps. C'est quand même bien des fois de se reposer la question, de se faire challenger sur, dites donc, c'est quoi déjà notre valeur ajoutée? Pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça? Bon, c'est intéressant. Donc, notre pilotage, il nous permet de voir un peu nos écarts. Et finalement, moi, ce que j'aime, c'est très lié à la posture aussi, je ne laisse pas mon équipe seule avec ses problèmes. Je fais ressortir les problèmes et un manager, il y a une phrase de manager qui développe, qui peut débloquer des situations, c'est écoute, laisse, je m'en occupe, je prends. C'est-à-dire que tu n'y arrives plus, c'est pas bah, vas-y, démerde-toi, ça va bien se passer. Non, ça ne peut pas bien se passer. C'est eh ben, écoute, je vais t'accompagner pour que tu y arrives, ou alors, manifestement, comme on dit, tu n'as pas le MAC, tu n'as pas les moyens, l'autonomie ou la compétence de traiter, je prends ton problème et je te tiens au courant. Et ben, cette phrase-là, elle a un effet magique. La boucle, ça va être que pour ça, Jessie a parlé d'accompagner, de faire grandir les équipes. Un des vrais leviers d'accompagnement des équipes, c'est d'apprendre à réfléchir et d'apprendre à apprendre. Le manager, OK, il a mis ses lunettes propres de voir ce qui est bien, pas bien, mais par son activité d'accompagnement de coach, il a transmis cette façon de voir les choses à son équipe. Ses équipes sont en mesure de se dire tiens, c'est bizarre, ce que je suis en train de faire, c'est pas terrible. Et ça, je peux j'espère que vous êtes convaincus, mais je ne suis pas sûr encore. C'est que plus les entreprises vont être pointues en compétences, plus on a des gens
comment dire, très autonomes, plus ils vont intégrer dans le système de pensée que résoudre des problèmes fait partie de leur job. Et ça, c'est une énorme erreur. Résoudre des problèmes, ça fait partie de... Mais il ne faut pas les planquer. Sinon, on va rentrer dans un système de compensation. Je compense le système parce que je résous les problèmes. Mais finalement, je ne résous pas les problèmes, je ne fais qu'éteindre une succession d'incendies. Donc, apprendre à résoudre les problèmes, c'est arriver à structurer sa pensée pour se dire déjà qu'est-ce qu'un problème et comment je parle d'un problème. Je veux dire, chef, ça ne marche pas. Bah, écoute, tu es gentil, mais quel est le problème? Ça ne marche pas. Je suis en train de perdre du temps parce qu'il se passe ça tous les temps de temps. Donc, il y a quelques outils de façon un peu QQOQCP, par exemple, et de la méthode de résolution de problèmes qui vont nous permettre de mieux qualifier ce qu'est un problème. Et notre manager coach, eh ben, finalement, il va faire grandir son équipe pour leur dire, bah, écoute, moi, une des tactiques que j'avais pendant un moment, c'est à chaque fois que quelqu'un me disait, chef, ça ne marche pas, je lui disais, rien compris, et écris-moi ça en QQOQCP. Eh ben, la force de l'écrit fait que les gens apprennent à se poser. On se pose pour savoir quel est le problème qu'on veut qualifier. Et tout ça, bah, finalement, c'est lié à cette posture managériale dont on parle. Et cette posture managériale, il faut le voir un peu comme un jeu. Alors, c'est évidemment, comme on a dit, faire grandir, accompagner, mais c'est un petit peu avoir un rôle un peu challenger. Le manager qui dit oui, qui dit bah attends, tu n'y arrives pas, t'inquiète, je vais le faire, il est en train de se mettre sous l'eau. Il est en train de faire à la place d'eux. Et derrière, c'est le manager, quand on va aller le voir, on dit bah en fait, je n'ai pas le temps de manager. Ah, eh ben, écoute, c'est intéressant qu'on en parle. Donc, avoir cette posture, bah, c'est vachement important tout ça parce que c'est ce qui va mettre le lien sur apprendre à voir, challenger. Le manager qui va voir son équipe qui dit tiens, qu'est-ce que tu vois? En fait, le manager coach, alors ça, pour ceux qui sont managers, c'est un jeu que je vous conseille d'essayer de faire un coup. Alors faites-le avec discernement. Ne répondez pas aux questions. Répondez aux questions par des questions. Le coach ne répond pas aux questions. Chef, j'ai un problème. Et donc la question, c'est c'est quoi ton problème? Et puis après, qu'est-ce que tu proposes comme solution? Ou qu'est-ce que tu es en train de voir? En fait, d'être vraiment dans ce questionnement. Et puis, dans les outils de la résolution de problèmes, l'outil du manager, c'est le 5 pourquoi. Pourquoi? Pour que les personnes arrivent à trouver aussi des solutions par elles-mêmes. Et c'est une façon de les faire grandir. Bon, en fait, ça, c'est un peu les pratiques extrêmement pragmatiques de ce que c'est finalement un pilotage, un manager. Alors, ces postures managériales, c'est une écoute importante, c'est savoir écouter. C'est pas le oui, oui, t'inquiète. Non, ça t'inquiète. Vous savez, les trois Indiens, Yaka, Faucon, et puis, j'ai oublié le troisième, c'est pas grave. C'est avoir une écoute active, vraiment bien qualifier les problèmes. C'est dans la façon de connaître les individus, comme je le disais tout à l'heure, de mon équipe, c'est en fait le manager, il a une connaissance parfaite de la matrice de compétences de son équipe. Certaines entreprises ont ça, ce qui n'est pas le cas partout, mais ce n'est pas la personne, est-ce qu'elle est capable de tenir le poste, mais c'est quelles sont les compétences nécessaires pour tenir ce poste. Donc, quelles sont les compétences? Quelles sont les compétences d'aujourd'hui, mais aussi quelles sont les compétences de l'année prochaine, parce que il y a Robert, il va partir en retraite. Donc, quand Robert va partir en retraite, est-ce que je vais avoir un trou dans ma raquette? Donc, est-ce qu'il va falloir que j'anticipe de faire des formations pour… Bon, ça fait partie aussi de la posture, de connaître les compétences pour faire grandir ses équipes en termes de formation. Ce qu'on a vu sur nos AIC, l'animation à intervalles courts, en fait, ces remontées de problèmes vont faire qu'on va faire de la résolution de problèmes un peu tout le temps. Et puis finalement,
on va avoir un certain nombre de problèmes qui vont être récurrents et qui vont nous initier un certain nombre de chantiers. Donc là, je vous réfère à d'autres webconf qu'on a pu faire, des chantiers d'amélioration, des chantiers Kaizen, et il va participer ou animer. Bon, je suis plutôt pour que le manager participe plutôt qu'animateur, c'est peut-être pas forcément le même rôle, mais il va être un acteur principal de la résolution et de l'amélioration des problèmes de son secteur. Et puis, Jessie en a déjà beaucoup parlé, c'est accompagner ses équipes. Donc, finalement, ces différentes postures, ça va être ça, c'est développer cette culture de l'excellence opérationnelle, de l'amélioration continue, en faisant grandir son équipe, développer les polyvalences et faire en sorte de ne pas mettre les choses sous le tapis, de créer un climat de confiance, d'échange, de bienveillance. C'est un mot souvent qu'on utilise de façon des fois un peu tarte à la crème, mais la bienveillance, c'est essentiel dans la posture managériale. C'est savoir entendre, dire que quelqu'un a un problème. En fait, si on n'a pas cette bienveillance, les gens vont être réticents à exprimer qu'ils ont un problème. À partir de là, c'est le début de la fin. Donc, on va avoir cette logique importante de remise en cause et donc cette remise en question qui est un des composantes essentielles de l'excellence opérationnelle, cette remise en question permanente pour se dire mais pourquoi? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? Et que ce soit sur des petits problèmes ou des plus gros problèmes qui vont nous amener évidemment nos chantiers d'amélioration. Cette écoute active, c'est-à-dire, alors déjà l'écoute active, c'est savoir entendre et donc prendre le temps pour écouter. Alors, il y a différentes choses qui existent. Les AIC, les rituels d'animation sont un moment plutôt d'animation collective, mais ça n'exclut pas forcément des one-to-one, des fois avec les collaborateurs. Moi, j'ai été dans une entreprise où on appelait ça des dojos. C'est-à-dire que toutes les semaines, en tant que manager, on allait passer un peu de temps avec les N-2, donc avec les collaborateurs opérationnels pour les écouter et prendre un peu de temps dans la communication et dans l'écoute. Gérer sa communication, c'est aussi gérer ses émotions. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de l'intelligence émotionnelle, mais c'est aussi savoir forcément pas toujours réagir à chaud. Alors, je ne suis pas un grand spécialiste de ça non plus, j'ai tendance des fois à trop réagir à chaud, ce qui fait faire des conneries. Donc, des fois, c'est intéressant d'écrire un mail et pas l'envoyer tout de suite, de regarder un peu plus tard. Et accessoirement, un mail n'est pas un outil de communication. On a de l'information, ok. C'est, si tu es au courant, c'est dans la base SharePoint. Non, ce n'est pas de la communication. On se parle, on communique en parlant aux gens. Alors que ce soit via du Teams quand on a des équipes distancielles ou en présentiel, on va faire en sorte de se parler et de s'assurer que l'information a été comprise. Parce qu'il ne suffit pas d'envoyer des patates chaudes pour que ce soit appliqué. Si tu es au courant, il y a une nouvelle procédure. Évidemment, on est tous passés à côté. Donc, il faut s'assurer que l'information est comprise, le sens, le pourquoi, etc., etc. Les compétences, j'en ai déjà parlé. Et puis, l'animation de chantier. Vas-y. Oui, excuse-moi, j'ai répondu à Morgane, ça rejoignait un peu ce que tu étais en train de dire sur justement l'intelligence émotionnelle. Morgane demandait pourquoi ne pas impliquer l'intelligence émotionnelle. Effectivement, nous, en tout cas, en tant que consultants, on cherche à amener, j'ai répondu dans le chat, mais on cherche à amener à travers la connaissance de soi, des collaborateurs aussi, la maîtrise de soi, on cherche à amener vraiment ces aptitudes, ces compétences humaines pour maintenir une bonne relation sociale. Et on voit bien que c'est facilitateur, en tout cas, pour gérer aussi le collectif. Donc, c'est une très bonne question, remarque, mais effectivement, c'est ce qu'on amène aussi à travers notre accompagnement.
Alors, c'est pas inné, c'est vraiment pas inné, Non, mais en tout non, cas, c'est non. de plus en plus des sujets, en tout cas, qu'on intègre. Et oui, et puis après, alors c'est pas que générationnel, mais c'est de plus en plus important de prendre en compte ce facteur-là. Et tant mieux. Et puis le manager, il ne se place pas dans un temps court, il doit se placer dans un temps long. Alors, en fonction de là où il est positionné sur l'échelle de management, son temps long, c'est assurer des résultats de la journée, de la semaine, du mois, mais ou des 6 prochains mois, ou de l'année, ou des 5 ans, mais on se place sur un temps long. Si on n'est que en action coup de poing et que on prend son kiff dans l'adrénaline, c'est malheureusement, des fois, on reconnaît souvent ce genre de personnes, mais à terme, c'est pas sain pour personne. Les 10 commandements du Lean, alors c'est des choses, c'est pareil que vous avez déjà vu passer, mais c'est cette remise en cause permanente, c'est de jamais accepter la réponse. Alors, évidemment, le manager, on va attendre de lui qu'il ne dise pas ces choses-là, mais que ses équipes ne le disent pas, mais évidemment, ça commence par soi-même. On a toujours fait comme ça, évidemment. Celle-là, on va essayer de ne pas en parler. Hein. Les 5 pourquoi, pour aller chercher les causes et challenger, là j'en ai un peu parlé. Quand il y a un problème, s'il vous plaît, ne cherchez pas le coupable en premier. Hein. On va partir du principe que c'est le processus qui amène le défaut et pas la personne. On est d'accord, au bout de 20 fois, c'est la même personne, on va commencer de s'inquiéter, mais si ça se trouve, c'est peut-être un problème de formation, de compréhension. Bref, peu importe, on ne cherche pas de coupable en première intention. Être manager, c'est compliqué. Là, on parle comme dans un livre, on vous explique comment on fait un manager. On est tous les deux managers avec Jesly et on ne fait pas les malins tous les jours en se disant bah, attends, moi je fais des formations managériales, je suis irréprochable. Non, on va faire de notre mieux, on essaye de ne pas être parfait, mais on va essayer de progresser en faisant des choses. On va être dans le partage, la transversalisation. Tout à l'heure, Jesly parlait de cloisonnement. Non, 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 on décloisonne. On va faire notre intelligence collective. On va essayer de chercher des solutions un peu partout, en interne, à l'extérieur. Voilà, on va essayer de ne pas réinventer forcément l'eau chaude, donc on va être un peu un chercheur de bonnes idées. Écouter, donc pas de questions idiotes. Évidemment, quand on parlait d'écoute, c'est bah non, ton problème n'est pas un problème. Ça, c'est terrible quand on est amené à répondre, quand on répond ça. C'est la personne qui vous parle d'un problème, pour elle, c'est le truc le plus important du monde. Donc, si vous la renvoyez barrée en lui disant qu'elle n'a pas de problème, forcément, ça va mal se passer. L'attitude positive, la créativité plutôt que l'investissement. Et puis, bah, c'est toujours quelque chose de continu, infini. Donc, ce manager qu'on essaye d'être, c'est un manager coach. On a vu qu'il y a besoin forcément, peut-être des fois, d'être coaché pour savoir être un bon support finalement de son équipe. Supporter son équipe, voilà, c'est savoir conseiller, pas être tout le temps sur le dos. Donc, c'est conseiller sur demande, hein, c'est être à l'écoute pour pouvoir conseiller, suggérer, guider, voilà, former. Et puis, quand je disais le manager qui est un challenger, c'est ce côté confronté. C'est pas accepter tout forcément. Oui, oui, tout va bien se passer. C'est des fois, c'est un peu une activité qu'on peut avoir en ce moment, c'est je ne suis pas d'accord. Il faut me prouver le contraire parce qu'il faut aller chercher un peu dans la confrontation bienveillante. Moi, j'ai eu un manager pendant un moment, pareil, à chaque fois qu'on lui a mené une solution, il en demandait 2 ou 3 autres. Bah voilà, c'est aussi pour se bouger, pour essayer de réfléchir autrement. C'est un manager qui challenge un petit peu. Moi, j'aime bien prendre cette notion d'un peu d'aiguillon qui vient titiller, mais dans la notion de jeu, de cette motivation à réfléchir. Un manager, c'est quelqu'un qui fait réfléchir et qui n'est pas tout le temps à donner des solutions. Alors, qu'est-ce que ça apporte, Jesly, d'abord?
Puis derrière, je pense qu'on essaie de répondre un peu au fur et à mesure aux réponses. Donc, je pense qu'on est pas mal en timing, Pascal, n'est-ce pas? Il reste 10 minutes pour aborder cette partie 3. Voilà. Tout à fait. Merci, Pascal. Merci, Pascal. Alors, ce que ça va apporter concrètement, c'est comme une recette finalement. Il faut les bons ingrédients. On a commencé à en parler. On a parlé de la posture, on a parlé d'écoute, on a parlé de pouvoir mettre le cadre. Et effectivement, ce qui va être important pour le manager, c'est finalement de lui donner les moyens. Donc, ce qu'on essaie de faire, en tout cas, c'est d'avoir une approche qui est assez ciblée. Concrètement, un manager qui est coaché, il va être plus outillé pour gérer les résistances, pour rassurer, pour gérer les conflits, pour mobiliser. En fait, il va développer un peu une posture plus fine, plus souple pour capter les périodes un peu d'incertitude et pour aussi avoir des attitudes plus adaptées aux transformations. Donc, ce qui est important, c'est accompagner d'abord le manager dans sa propre transition. Donc, c'est lui qu'on va commencer justement à armer. Le recentrer par rapport à son rôle. Quel rôle il a joué finalement dans la transformation? Déjà, un propre travail sur lui. Quelles sont mes résistances, mes doutes? Quelle vision aussi j'ai de mon positionnement? Donc, cet état des lieux, il est important, on en a parlé. Et puis, on va faire aussi, on a parlé de grille de compétences, mais on va aussi faire l'évaluation de sa maturité sur sa capacité à accompagner les équipes. Donc, comment je me situe moi aujourd'hui? Quels sont mes outils? Quelle est ma posture? Quels sont mes moyens aujourd'hui à ma disposition pour pouvoir justement gérer ces périodes de transition? Donc, on fait un petit état des lieux et puis derrière, l'idée, c'est de finalement œuvrer avec un plan d'action bien concret sur comment on va réussir à l'amener pour qu'il puisse non plus être celui qui va être coaché et qui va être accompagné, mais qui va être le leader justement de la transformation. Et donc là, ça passe autour justement de aujourd'hui, j'ai appris, moi demain, je transmets et je crée l'intelligence collective. Donc, ça va passer par beaucoup d'échanges avec les équipes, ça va passer aussi par beaucoup d'accompagnement et de soutien avec le coaché pour, à chaque finalement petit rouage, venir nous apporter notre œil d'expert. Et l'idée, c'est vraiment toujours d'être dans cette situation de questionnement pour que l'idée vienne du manager et non pas qu'on soit dans la prescription. Tu voulais dire quelque chose sur une remarque, une question de Guillaume. C'est combien il faut de séances pour accompagner un manager? J'ai envie de dire, ça dépend. En fait, il faut qu'on partage le point de départ. Où est-ce qu'on est et où est-ce qu'on veut aller? Et en fait, il y a ceux qui vont décoller, j'en reparlerai tout à l'heure, comme une fusée pour arriver directement sur la Lune, puis il y a ceux qui vont prendre un peu plus de temps. Donc, il faut se laisser le temps pour accompagner notre courbe du changement, j'y reparlerai tout à l'heure. Et il n'y a pas de réponse super claire là-dessus. Vas-y, je te laisse continuer. Alors, donc on l'a déjà dit, donc c'est un peu un résumé, mais ce qui va être important et les bénéfices qu'on peut avoir dans la démarche, ça va se jouer à 3 niveaux. On va vraiment d'abord investir sur le manager lui-même et après sur son équipe et le collectif. Donc la posture, c'est déjà là où on va avoir des gains sur la démarche de transformation auprès du coaché. Mieux gérer aussi et vivre la transformation, c'est-à-dire moins d'appréhension aussi parfois. Alors moi, j'ai eu aussi des coachés qui avaient le sentiment qu'il y avait une montagne énorme devant eux. Et vous allez voir, on a quelques verbatims qu'on a recueillis de clients qui partagent aussi un peu l'appréhension dans une démarche de transformation. Par quoi je commence? Comment je peux réagir à certains biais? Et donc, nous, on a un peu les éclaireurs, quoi. On arrive derrière eux avec la petite lampe torche pour justement donner un peu plus de vision. Parfois, on fait la passe décisive qui arrive au bon moment. Parfois, juste, on replace le joueur. Donc, c'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre derrière de faire en sorte que le manager puisse avoir l'appropriation nécessaire pour créer le changement. Et puis, quand on arrive au moment où le manager se sent prêt pour être leader, incarné, diffusé, on sent que là, le coaching commence à faire effet. Et puis, nous, on se met en retrait progressivement.
Alors, ça va faire un peu le lien avec… Pardon. Et on a loupé notre transition, là, j'ai loupé. Ce qui se passe souvent, c'est le manager intermédiaire qui me dit alors, j'ai pas le temps parce que finalement, dans notre organisation, il faut savoir que où est notre place dans une organisation. Un opérateur, on va lui demander essentiellement, un collaborateur, de respecter les modes opératoires, les standards qui ont été faits, mais aussi d'être source de propositions pour améliorer ce qu'il est en train de faire. Donc, ce que je disais tout à l'heure, apprendre à voir, apprendre à se questionner et participer de temps en temps à des chantiers d'amélioration. Le top management, ça répond un peu à la question que je répondais dans le chat de Johan, c'est on va attendre du top management qu'il soit dans l'innovation essentiellement. Où est-ce qu'on va dans 3, 5 ans? Donc, où est-ce qu'on veut aller? Quelle est la stratégie? Quelle est la déclinaison stratégique, ce qu'on appelle chez nous le Oshinkanri? Et cette conduite du changement. Et puis, entre le marteau et l'enclume, on a le management intermédiaire qui doit avoir une partie extrêmement importante de son temps de travail qui est orientée autour de l'amélioration, autour de la formation, autour des 4 axes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et qui peut, en fonction de son activité, être un peu dans l'action, dans le faire, mais ça ne doit pas lui prendre la plupart du temps. Ce qu'on rencontre trop souvent, c'est des organisations un peu comme ça. C'est-à-dire, le management est aspiré par l'activité du quotidien et ne prend plus le temps de suivre ses activités, enfin d'être manager. Alors, ça peut être des organisations d'entreprise qui font qu'on va affecter à nos managers nos principaux clients ou les principaux portefeuilles de clients, par exemple. J'ai déjà vu ça. Donc, du coup, on n'a pas le temps. Ou alors, finalement, on va attendre de nos managers opérationnels qu'ils soient sur le terrain et qui bossent. Donc, c'est bien, mais ça ne peut pas être que ça. Parce que, pareil, j'ai remis ici une phrase qu'on m'a dit un de mes chefs un jour. Moi, j'ai eu des chefs assez inspirants dans tous les sens. Quand j'avais dit, chef, je n'ai pas le temps de faire des chantiers d'amélioration, il m'a dit, attends, il y a un problème parce que en tant que manager, ton job, c'est de faire ton travail, mais de l'amélioration continue. Donc, si tu ne fais pas d'amélioration continue, tu es en train de me dire que tu ne fais pas ton job. Donc, je lui dis, si, finalement, t'inquiète, ça va bien se passer. Et en fait, c'est ça le truc. Alors, ça vient aussi des fois de qui sont les managers intermédiaires qu'on va amener, qui sont des fois des super collaborateurs. Et ces super collaborateurs, on dit, tiens, vu que tu n'es pas trop mauvais, tu vas devenir manager. Sauf qu'un manager, c'est là où il a besoin d'accompagnement parce que sur les phases dont on a expliqué, d'écoute, de coaching, de ces choses-là où il est peut-être moins à l'aise, il va retrouver ce que j'appelle son doudou managériel, c'est retourner sur son ancienne activité où il était bon. Et en fait, il va refaire de l'opérationnel parce que là, il est bon. Et donc, il va retourner sur son doudou. Et le problème, c'est que si son manager ne voit pas ça, ne prend pas conscience de ça, on va avoir une strate managériale qui passe à côté. Et puis, finalement, accompagner, faire du coaching, c'est un peu ce qu'on disait, c'est on a une évaluation, on se donne un objectif précis avec le manager. Donc, ça, c'est entre le coach et le manager. Où est-ce qu'on veut aller? On se fait une feuille de route. Voilà, pour aller à notre objectif, voilà ce qu'on va se faire, voilà ce qu'on va se mettre en place. Et on se fait des points réguliers. Tout à l'heure, j'ai parlé dans le chat de PDCA Kata. Donc, si ceux que ça intéresse, c'est une méthode qui a été développée par Mike Rutter, où vous retrouvez les coordonnées dans le chat. Vous trouvez ça aussi sur Internet. C'est une méthode par itération. C'est-à-dire que, voilà, tu avais prévu de faire ça, ok, qu'est-ce que tu as testé, qu'est-ce que tu as eu comme résultat, qu'est-ce que tu as appris, et on boucle. Comme ça, pour aller finalement progresser, faire ces méthodes, cette amélioration continue. Donc, on va progresser un peu, et le coaching, c'est ça, c'est un état des lieux, une feuille de route et des points réguliers, et ça va dépendre de l'accompagnement des personnes, du fait que la personne se sente mieux,
parce que c'est important que le manager se sente bien. Si un manager qui est bien, il a des équipes qui vont être bien. Je ne vais pas vous parler du syndrome de Peter, mais un manager qui n'est pas bien, ça met des équipes en détresse. Et ça, pour que ce soit à l'étape de l'individu ou des équipes, en fait, ce changement d'habitude, ce management d'équipe ou d'individu suit cette courbe de changement où au début, il faut appliquer la méthode. Et il y a un moment, il va falloir lâcher prise. Donc au début, on applique les nouveaux outils, les nouvelles méthodes. On ne les maîtrise pas vraiment, mais on applique ce que nous raconte le coach. Il y a un moment, la compréhension va arriver et on va se dire « Ah oui, d'accord, finalement, c'est comme ça ». Donc ça, c'est la phase du bas de la courbe de changement. Et à un moment, on va ressortir du bois et on va s'approprier la méthode. Et là, le coaché va commencer à faire modifier les outils, modifier les façons de faire parce qu'il a compris l'intérêt et il va modifier. Mais ne passez pas directement à la phase « Non, non, mais ça va pas, on ne va pas faire comme ça, on va plutôt faire comme ça ». Il faut avoir cette phase mécanique, il faut suivre la courbe de changement. Et si à un moment le coaché lâche prise, un coaché qui est en résistance, c'est très compliqué. Il faut lâcher prise. Donc le coaching, c'est un acte volontaire. On veut être coaché. On ne peut pas imposer un coaching. Le coaché doit accepter d'être coaché parce qu'il a envie de changer. Donc, il faut qu'il lâche prise là-dessus. Et puis, des fois, ça marche. Des fois, ça marche. Vous avez quelques retours. Je sais qu'il y a des clients qui sont dans la webconférence, mais quelques retours voilà, de clients qui partagent aussi ce qui a pu fonctionner chez eux, ce qui a pu les aider. Et donc, on voit que parfois, on a souvent besoin justement d'avoir pour les coachés, c'est donner du sens. Ils sont contents de retrouver le sens justement sur leur management. On voit que c'est des impacts qui sont liés souvent à l'humain et c'est durable finalement. Ce dont ils ont besoin, c'est la prise de recul, la qualité d'écoute. Et c'est ça qui revient souvent dans l'apport de nos interventions en tant que consultant. Donc, c'est une clarté retrouvée, c'est un plaisir retrouvé, c'est une prise de recul retrouvée et une capacité aussi à justement entrevoir la suite de façon autonome. Donc, c'est assez positif. Petite conclusion qui est marrante, et je te la laisse commenter peut-être, Cyril, parce qu'elle te ressemble bien. C'est ce que je disais sur le lâcher prise. Enfin, il ne suffit pas d'avoir que des injonctions pour dire que ça veut arriver. Il va falloir se mettre dans l'action pour que ça arrive. Il ne suffit pas de dire mes équipes sont vachement intelligentes, ils sont super bien et ça va bien se passer. Non, il faut mettre des preuves d'amour et finalement, il va falloir investir un peu sur cette action de changement pour que ça bouge et que ça arrive. Bon, c'est une citation de Michael Jordan. Bon, c'est une interprétation que je peux en faire. Voilà. Alors, ça nous fait la transition avec la conclusion et quelques messages clés à retenir. Donc, on vous laisse méditer en cette fin de webconf, mais effectivement, le coaching, c'est pas un bonus, c'est un levier stratégique et les outils ne font pas tout. Le coaching va permettre d'activer justement l'application de ces outils-là. Ce qui est important et ce qu'on a partagé pendant 1 heure, et j'espère que ça vous a plu, on a vu vos retours, mais c'est voilà, l'autonomie, l'engagement et comment ça reste des valeurs qui sont durables dans le temps. Et puis, avant tout, plus que du blabla, c'est comment on l'incarne, comment on relaie justement ces éléments qui vont participer à conduire le changement et l'appropriation des équipes. Donc voilà, ce qu'on veut, c'est rendre possible la démarche de transfert à tous les niveaux d'organisation et le coaching est un bon levier. Merci beaucoup. Voilà, donc évidemment, si vous avez des besoins, si ce qu'on vous a raconté a fait des échos, n'hésitez pas après à nous contacter parce que évidemment, oui, c'est un peu notre métier. Merci à tous. Merci Jessie. Merci Cyril. Donc, nous avons légèrement dépassé le temps.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas du coup à les poser. On vous répondra à l'issue de cette séance. Les prochaines dates, donc il y a une petite coupure estivale en juillet-août et la prochaine webconf sera le 19 septembre sur le Lean et l'ISO. Puis en octobre sur la transition écologique. C'est la suite d'une webconf qu'on a organisée l'an dernier. Et enfin, en novembre, nous verrons comment booster les résultats commerciaux avec le Lean. Donc, vous recevrez des invitations pour ces webconf par mail. Merci à tous pour votre présence. N'hésitez pas à nous contacter. Vous avez nos coordonnées qui s'affichent. Et voilà, bon après-midi. Et vous retrouverez cette webconf sur notre chaîne YouTube où il y a plein d'autres webconf super intéressants, plus plein d'autres choses. Et puis, tous ces slides vous seront envoyés la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Merci pour tous vos messages. Merci. Bon appétit et à très bientôt pour votre conférence. Merci beaucoup. Au revoir.